Hello everybody. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui je suis à nouveau accompagné de mon compatriote Jacques Baud, ancien officier du renseignement suisse et colonel de l'armée suisse. Jacques, bienvenue à nouveau. Jacques, welcome back. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à nouveau. Et merci, je veux profiter de cette occasion pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait en soutien à mon affaire. Les entretiens que vous avez menés, toutes les personnes qui ont partagé leur point de vue sur votre chaîne. Je pense que c'est extrêmement utile. Cela m'a également aidé à mieux comprendre mon affaire. For me to understand my case. Yeah, and I just need to say because I didn't put it into. Et je dois simplement le dire, car je ne l'ai pas mentionné dans l'introduction. Vous êtes actuellement sous sanction de l'Union européenne, bien que vous viviez vous-même en Europe, en fait, au cœur du système, en Belgique. Et depuis le 15 décembre, vous êtes soumis à ces mesures draconiennes qui gèlent tous vos avoirs. Vous n'avez pas le droit de voyager, pas le droit de quitter la Belgique, pas le droit d'acheter de la nourriture, pas le droit d'acheter quoi que ce soit. Personne n'a le droit d'effectuer de transactions avec vous. C'est une situation assez folle, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous la décrire un peu, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, même si je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs connaissent déjà l'affaire? Je pense qu'à présent, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens dans le monde en ont entendu parler. Mais en tout cas, j'ai été placé sous sanction le 15 décembre, comme vous l'avez justement rappelé. Je n'en avais pas été informé à l'avance, donc j'ai été pris par surprise ce jour-là. C'est une décision politique, non judiciaire, ce qui signifie que je n'ai jamais comparu devant un tribunal. Je n'ai enfreint aucune loi, et je n'ai jamais été accusé d'en avoir enfreint une. Je n'ai eu aucune possibilité de me défendre, d'être représenté par un avocat ou de présenter mon dossier. On ne m'a même pas encore montré le dossier. C'est donc une décision unilatérale, une décision qui me prive de ma liberté de mouvement et, j'oserais même dire, de ma liberté de vivre, car comme vous l'avez justement dit, les sanctions ont gelé mes comptes dans l'UNE, ce qui signifie que je ne peux rien payer. Je ne peux pas payer mes factures. Je ne peux pas acheter de nourriture. Je ne peux pas acheter, je ne sais pas, de l'essence pour ma voiture ou quoi que ce soit d'autre. Depuis le 15 décembre, je vis entièrement grâce à la générosité de mes voisins, à la solidarité des gens ici à Bruxelles. J'ai reçu beaucoup de propositions d'aide, des personnes souhaitant me soutenir au sein de l'Union européenne, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, bien sûr, et ailleurs. Mais pour l'instant, je vis de la générosité des habitants de mon quartier. L'Union européenne, sans aucune procédure régulière, m'a en fait retiré mes libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression d'ailleurs. C'est assez étrange car, comme vous le savez probablement, je suis expert en état de droit pour l'ONU. Vous avez travaillé pour l'ONU, plusieurs organes de l'ONU, et vous avez également et consommé small. Au cours des 20 dernières années de ma vie, j'ai travaillé pour des institutions internationales. J'ai travaillé pour l'ONU, évidemment, principalement dans les opérations de maintien de la paix, mais aussi sur la réforme institutionnelle. Par exemple, en Ukraine, j'y étais en tant qu'expert en réforme de cette institution. J'ai travaillé pour l'Union africaine à Nairobi, et mon dernier poste était celui de conseiller auprès de l'OTAN. J'étais responsable de la lutte contre la prolifération des armes légères au sein de l'OTAN. Et à ce titre, je me suis également, disons, familiarisé avec le conflit en Ukraine, car c'était précisément en 2014 lorsque le conflit a réellement commencé là-bas. Voilà donc mon parcours. So this is my background. Before that, I used to be strategic analysis. Avant cela, j'étais officier d'analyse stratégique au sein du renseignement suisse.
C'était il y a longtemps. J'étais responsable du pacte de Varsovie, non seulement de l'Union soviétique, mais aussi de tous les pays d'Europe de l'Est. Et voilà, en gros, mon parcours résumé. J'ai une vaste expérience dans la médiation de conflits, et c'est important à comprendre, car j'ai mené plusieurs médiations en Afrique, où, justement, lorsqu'on fait de la médiation, on ne peut pas être partie prenante au conflit. Je veux dire, il faut comprendre la position des deux camps, et en tant que médiateur, on ne peut pas montrer qu'on favorise le camp A ou le camp B. Il faut être impartial. Être impartial signifie n'appartenir à aucun camp. Et c'est exactement mon expérience professionnelle. J'ai servi de médiateur dans différents conflits. À ce titre, j'ai pu aider, voire libérer, des otages simplement en parlant avec les parties, d'une manière très similaire à celle du CICR dans de nombreuses situations. On ne prend pas position, on analyse, on comprend la position des deux parties, et cela permet de résoudre le problème. Et c'est exactement la même approche que j'adopte pour tout autre conflit, qu'il s'agisse de la Palestine, du Venezuela ou de l'Ukraine. Je n'ai absolument aucun parti. Je n'ai jamais dit d'aucune manière que j'étais en faveur de la victoire du parti A ou du parti B, ni de la défaite du parti A ou du parti B. Ce n'est pas mon credo. Je veux dire, je suis analyste et j'essaie de comprendre comment les deux parties pensent dans un conflit. C'est tout l'objectif. Il est donc important de comprendre cela pour voir comment les sanctions fonctionnent. En fait, le texte des sanctions affirme que je suis un porte-parole de la Russie. Et je ne comprends pas cela, car je n'ai jamais cherché à l'être. J'ai refusé ou décliné des invitations de médias russes à apparaître sur leur chaîne. Il se peut que certaines de mes interviews aient été reprises par des médias russes et utilisées, c'est possible. Mais je n'ai jamais accepté d'être directement interviewé par eux, précisément pour éviter que mon travail soit mal interprété comme de la propagande. Et si vous lisez mes livres, par exemple, car j'ai écrit plusieurs ouvrages sur les conflits, en particulier celui en Ukraine, vous verrez que j'évite tout langage habituellement associé à la propagande, comme bandériste ou nazi ukrainien, ou des expressions de ce genre. J'explique la distinction entre nazi et néo-nazi. Je n'utilise pas le mot nazi pour décrire, par exemple, les ultranationalistes. Je ne l'ai jamais fait. Et j'explique pourquoi je ne le fais pas et pourquoi je ne veux pas le faire. J'ai donc tout fait pour ne pas être un propagandiste. Et cela en dit probablement long sur les sanctions, car malgré tous les efforts pour rester neutre et impartial, on vous considère tout de même comme un propagandiste. Et c'est quelque chose. Ce n'est qu'une seule couche. L'autre couche, cependant, c'est que même si vous faisiez cela, même si vous faisiez de la propagande, même si vous la répétiez, cela ne violerait toujours aucune loi dans l'Union européenne. Ce serait toujours légal. Ce serait toujours couvert par la liberté d'expression. Et en réalité, c'est précisément pour cela que vous êtes sanctionné et qu'ils n'envoient pas la police pour vous arrêter. Parce que vous n'avez enfreint aucune loi. L'Union européenne affirme même que les sanctions ne sont pas une punition. Ils le disent. Les sanctions sont un mécanisme extra-légal destiné à détruire la vie de quelqu'un. Et elles sont extra-légales, non pas parce qu'elles sont illégales, mais parce qu'elles relèvent effectivement de la compétence du Conseil de l'UE, tout en contournant toutes les protections juridiques dont vous bénéficiez normalement. C'est pourquoi on vous dit que vous devez saisir la Cour européenne pour les faire lever. Au mieux, vous pouvez les récupérer, mais elles vous ont été retirées en contournant même les protections juridiques dont vous devriez bénéficier en Belgique. Désolé de vous interrompre. Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, vous l'avez expliqué extrêmement bien dans certaines des vidéos précédentes que vous avez faites.
C'est très intéressant. Mais il y a une sous-couche supplémentaire, si vous voulez, à cela. Parce que, comme vous le savez, la décision concernant les sanctions a été prise par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMMM. En substance, ces sanctions sont en réalité une mesure de politique étrangère. Oui, mais je vis au sein de l'UMINE. Oui, et c'est là que vous voyez la contradiction. C'est très intéressant, car nous nous dirigeons vers une situation pas très éloignée de ce que vous avez connu aux États-Unis juste après le 11 septembre, avec le Patriot Act, par exemple, qui brouille la frontière entre la politique étrangère ou l'action extérieure et l'action intérieure dans le domaine de la sécurité. Et nous voilà dans une situation très similaire. Bien que je n'ai aucune sécurité, fondamentalement, non, pas une seule loi concernant la sécurité. Mais l'Union européenne utilise des outils de politique étrangère pour sanctionner quelqu'un qui se trouve à l'intérieur de l'UPMPOD. C'est assez unique, à ma connaissance. Il existe d'autres cas de personnes qui ont été sanctionnées, également pour des questions liées à la liberté d'expression, à la liberté de la presse ou à des choses de ce genre. Je ne connais pas tous les cas. D'après ce que je comprends, et je peux me tromper, la plupart d'entre elles vivent en dehors de l'UMEOB, ce qui signifie que, bien sûr, cela reste, comme vous l'avez justement dit, une question de liberté d'expression, de liberté d'opinion et tout ce qui s'y rattache. En gros, c'est la même question de droits humains. Mais en plus de cela, j'ai un problème, et c'est un problème institutionnel au sein de l'UMIME, à savoir qu'ils utilisent des mesures de politique étrangère pour traiter des questions de politique intérieure. Et cela ajoute une nouvelle dimension. Je comprends qu'il existe certaines justifications à l'usage des sanctions. Mais encore une fois, ces sanctions sont censées viser des personnes vivant en dehors de l'UMIME. Je veux dire, je pense que dans la liste sur laquelle je figure, celle du 15 décembre, il y a environ 60 entités ou personnes. Je crois être le seul à vivre dans l'UPE. La plupart d'entre elles sont en dehors de l'UEB. Désolé? Oui. Il y en a un en fait, l'affaire juste avant la mienne, et il s'appelle Hussein Dogrou. C'est un citoyen allemand vivant en Allemagne qui a été sanctionné fin 2024 ou début 2025 dans le cadre du même régime de sanctions. L'Union européenne a en réalité 3 régimes de sanctions, mais celui-ci est le régime de sanctions contre la Russie. Et il est sous sanctions en Allemagne depuis plus d'1 an maintenant. Ce qui est scandaleux, c'est que sur la liste des sanctions, sa nationalité est indiquée comme turque. Mais il m'a dit lors d'un entretien, « Non, je ne suis pas turc. Je n'ai pas la nationalité turque. Je suis allemand, et uniquement allemand. » Et pourtant, il continue de le répertorier comme turc. C'est un point intéressant, car dans mon cas, encore une fois, je ne peux pas juger de son cas, cela révèle une prise de décision assez floue. Dans mon cas, je ne suis pas sûr que les gens s'en rendent compte, mais je ne me considère pas comme la principale cible de ma propre sanction. Je pense, encore une fois, je ne sais pas exactement comment le processus fonctionne, mais d'après certaines informations que j'ai été inscrit sur la liste des sanctions par le gouvernement français. Mon interprétation personnelle, et encore une fois, ce n'est que mon interprétation, je n'ai aucune preuve réelle, est que la véritable cible du gouvernement français était en réalité Xavier Moreau, un citoyen français vivant en Russie, qui travaille également avec RT et des médias similaires. C'est donc probablement lui la véritable cible du gouvernement français. Mais ce serait la première fois que le gouvernement français s'en prend à ses propres citoyens. Et personnellement, encore une fois, ce n'est que mon interprétation, je peux me tromper là-dessus. Mais mon interprétation, c'est que le gouvernement français ne voulait pas montrer qu'il visait un citoyen français. Il voulait élargir un peu le champ. Et donc, il m'a pris comme
Enfin, je me considère comme un dommage collatéral dans cette affaire. Même si, en réalité, je suis plus touché que Xavier Moreau, puisqu'il vit à Moscou. Mais je pense toujours, encore une fois, avec toutes les réserves possibles, car je n'en suis pas certain, que c'est mon interprétation personnelle. La question suivante, c'est que selon mes avocats, le gouvernement français a très probablement, enfin, certainement, parlé au gouvernement suisse au préalable, et que le gouvernement suisse n'a pas réagi. Et cela soulève une autre question. Mais Oh, c'est une situation horrible. Je n'aurais jamais imaginé que la Suisse ne ferait absolument rien pour l'un de ses propres citoyens. Et pourtant, nous en sommes là. Vous savez, j'ai recueilli plus de 350 signatures en 3 ou 4 jours, d'universitaires, de journalistes, d'anciens diplomates, et je les ai envoyées à notre ministère des Affaires étrangères. Et jusqu'à présent, tout ce que j'ai reçu, c'est une réponse automatique. Nous avons bien reçu votre communication, et plus rien depuis le 19 ou 20 décembre, quelque chose comme ça. Je veux dire, la Suisse officielle ne fait rien. Et c'est l'Union européenne qui officiellement retire même les droits humains les plus fondamentaux. Mon interprétation, c'est qu'il s'agit en réalité d'un processus visant à tester jusqu'où l'on peut aller, car ils ont désormais sanctionné des citoyens de l'UE, des citoyens russes en Russie, des citoyens de l'UPOR en Russie, des citoyens suisses en Suisse et maintenant un citoyen suisse dans l'UE. C'est comme un exercice de sondage pour voir ce qui peut se passer. c'est peut-être le cas. Encore une fois, je veux dire, le processus que vous décrivez y conduit. Personnellement, je n'ai pas vraiment d'opinion à ce sujet. C'est peut-être cela ou pas. Je ne sais pas. Le fait est que nous voyons de plus en plus que, vous savez, comme je vous l'ai dit, je suis un expert de l'état de droit. Et quand on parle de l'état de droit, l'expression elle-même est révélatrice. C'est la règle du droit. Mais ici, nous sommes dans un cas qui n'est pas régi par le droit. Il est régi par la politique. On peut constater que dans les États modernes, depuis le XVIIIe siècle, nous avons eu tendance à définir la gouvernance par le droit et l'état de droit. Et maintenant, nous sommes dans une situation où la politique l'emporte sur le droit. En fait, il est intéressant de noter que nous avons plusieurs cas de ce genre aujourd'hui. Je ne veux pas m'étendre sur le cas de M. Maduro. Mais nous sommes exactement dans la même situation. La politique l'emporte sur le droit et sur le droit international dans ce cas. Et cela, je pense, est une situation très dangereuse. Non seulement une situation, mais en réalité une tendance. Parce que nous voyons de plus en plus que nous avons tendance à prendre des décisions, d'abord sans prêter attention aux faits. Et comme nous prenons de mauvaises décisions, nous devons ensuite protéger ces mauvaises décisions en disant aux gens qu'ils propagent de la propagande s'ils s'y opposent. C'est un cercle vicieux dans lequel nous nous engageons. Et nous avons vu que, fondamentalement, c'est quelque chose de très ancien. Dans mon livre « Gouverné par les fausses nouvelles », je mentionne tous les cas que nous avons eus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en gros. Mais cette situation s'est, je dirais, accélérée dans une certaine mesure après le 11 septembre, lorsque nous avons eu le sentiment que la sécurité devait primer sur toute forme de droit. Vous avez le cas de Guantanamo et tous ces autres exemples où, en réalité, la loi est ignorée au profit de la politique. Désolé, oui. Non, vous avez tout à fait raison. Je voulais simplement souligner qu'un autre invité de mon émission avait un jour fait une observation très importante. Les États-Unis sont passés, et il semble que l'Union européenne suive désormais d'un modèle fondé sur l'état de droit, où la loi est la même pour tous, à un modèle de gouvernement par la loi.
où l'on utilise la loi comme un marteau contre ceux qu'on n'aime pas, mais pas contre ceux qu'on apprécie. On l'applique de manière extrêmement sélective. Et en un sens, ce que fait l'Union européenne avec les sanctions correspond exactement à ce type de situation. Cela aggrave encore les choses, car il n'existe aucun processus défini lorsqu'une personne est sanctionnée, n'est-ce pas? Encore une fois, parce que ce n'est pas illégal. Ce que vous faites n'est pas illégal. Par conséquent, ils peuvent choisir librement leur cible. Et ce qui rend la situation encore pire, c'est qu'ils peuvent utiliser n'importe quel prétexte comme justification. Et je ne sais pas ce que vos avocats vous ont dit. Peut-être pouvez-vous nous expliquer comment vous comptez faire appel. Mais puisque c'est en fin de compte une décision politique, Sandra Hofer, avec qui je parle sur ma chaîne, m'a dit que la Cour de justice de l'Union européenne ne vérifierait que si l'accusation figurant dans la base de données des sanctions est factuelle ou non. Si elle estime qu'elle est factuelle, alors les sanctions restent en vigueur. Même si ce que vous avez fait n'est pas illégal. Mais si vous pouvez prouver que ce n'est pas factuel, elles seront annulées. Ensuite, l'UABL peut simplement modifier la définition et vous accuser d'autre chose, et vous voilà de nouveau sur la liste. Nous avons eu des affaires concernant des Russes, où la CJU a dit « Non, non, ce n'est pas vrai, retirez-les ». Ils l'ont fait, puis les ont immédiatement remis, avec une autre accusation. Vos avocats travaillent-ils sur ce problème? Oui, absolument. Nous en sommes conscients. Je ne veux pas discuter des détails, car cela fait partie de la stratégie que nous utiliserons pour défendre l'affaire. Mais en substance, vous avez tout à fait raison, et mes avocats en sont pleinement conscients. Ils sont expérimentés et ont déjà traité des questions liées aux sanctions, en particulier celles concernant la Russie, qui ont leurs propres particularités. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé le comprennent. Le fait est que ce que vous venez de dire plus tôt ne parle pas vraiment à la plupart des gens, mais c'est la réalité. Et je sais que vous en êtes conscient. Nous sommes passés d'un ordre fondé sur le droit international à un ordre fondé sur des règles. Oui. Et c'est précisément là la différence. Parce que la loi, c'est la loi. Elle est écrite. La loi est donnée et définie. Définie, c'est clair. Je veux dire, il y a un texte. Il peut être complexe, il peut être difficile, mais il existe. Les règles, en revanche, ne sont pas écrites. Elles peuvent être des interprétations de la loi, des politiques, des choses de ce genre. Et si l'on parle simplement de la Suisse, par exemple, j'ai été surpris de constater, qu'en lisant les rapports sur notre politique de sécurité nationale, ceux que nous publions chaque année, à la fois sur la sécurité de la Suisse, le rapport du renseignement stratégique et le rapport sur la politique de sécurité, nous ne mentionnons pas du tout un ordre international fondé sur le droit. Depuis environ 10 ans, les documents ont commencé à parler d'un ordre international fondé sur des règles. Et dans le cas de la Suisse, encore une fois, je ne peux pas parler pour d'autres pays, mais en Suisse, je ne suis au courant d'aucun débat public sur cette question. Non. Je veux dire, le passage d'un ordre fondé sur le droit international et sur le respect de celui-ci à un ordre fondé sur des règles, cette discussion n'a jamais eu lieu. J'ai travaillé plusieurs années pour le ministère des Affaires étrangères avant d'être envoyé à l'étranger pour diverses missions, tout en restant membre du ministère suisse des Affaires étrangères d'ailleurs. Mais néanmoins, je n'ai jamais entendu parler d'un quelconque débat à ce sujet, même au sein du ministère. Ce qui signifie que nous avons modifié une partie essentielle de notre politique étrangère sans véritable connaissance publique. C'est un changement silencieux de politique que personne n'a vraiment remarqué. Et aujourd'hui, le terme « fondé sur des règles », je veux dire « ordre fondé sur des règles », « ordre international fondé sur des règles », est accepté. Nous en sommes là.
Et je pense que c'est une évolution que l'on observe partout. Les États-Unis ont été ceux qui ont promu ce changement de politique, et aujourd'hui, il est généralisé. Si vous regardez les documents publics ou des matériaux similaires dans divers ministères en Europe, vous verrez qu'il est désormais question d'un ordre fondé sur des règles. Et c'est précisément le point dans mon cas. Ce n'est pas un cadre défini par la loi. Il est défini par des règles. Point. Oui, exactement. Et les règles sont établies de manière arbitraire. C'est bien là le problème. Au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'ils les inventent, ils les sortent de leur chapeau. Exactement. La vraie question c'est, que faisons-nous face à cela? Parce que l'Union européenne a désormais réussi à créer un processus qui, en vertu du traité de Lisbonne, lui permet légalement de mettre en place un régime lui donnant la possibilité de contourner même les protections des droits humains les plus fondamentales des États membres. C'est ce qui le rend si effrayant. Et vous êtes l'un des premiers, pas le tout premier, mais l'un des premiers, exemple concret, et un cas où il devient très flagrant, très évident, qu'il s'agit désormais d'un véritable régime. Nous avons, je veux dire, en tant que Suisse, j'ai un petit avantage dans le sens où, à ce jour, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Comme vous le savez peut-être, il y a des discussions sur la conclusion de certains traités afin d'obtenir un accès et une coopération plus étroite avec l'UE. Mais, fait intéressant, mon cas en Suisse est désormais devenu un exemple pour ceux qui s'opposent à tout développement supplémentaire dans la relation entre la Suisse et l'Union européenne. Donc je veux dire, j'ai un léger avantage par rapport à ceux qui vivent déjà dans des pays appartenant à l'UNO, car nous voyons maintenant des gens en Suisse réagir à cela, comprendre le danger d'un rapprochement avec l'Union européenne. Et c'est quelque chose dont le gouvernement commence probablement à prendre conscience aujourd'hui. The government starts to be aware of as of today, and probably that may prompt the government. Et cela pourrait inciter le gouvernement à agir, car cela a un effet désastreux sur l'opinion publique suisse. Mais néanmoins, vous avez tout à fait raison. Ce sont des questions fondamentales, et nous avons observé un glissement progressif des politiques qui accordent plus d'importance à l'idée de droit ou de loi. Et c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, personne ne remarque vraiment, car tout le monde comprend que la Russie est mauvaise. Tout le monde le comprend. Mais nous pourrions trouver un autre cas, et un bon exemple pourrait être le Danemark avec le Groenland. Quand on commence à comprendre cela, où se situe-t-on alors? Et quelle est votre position? Car ce sont des cas où aujourd'hui, nous avons une sorte d'unanimité sur ce qui est mal ou mauvais. Mais nous avons, soit dit en passant, une situation très étrange en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Mais c'est une autre question. En tout cas, il existe une sorte de consensus selon lequel la Russie est mauvaise. Et donc tout le monde dit que si vous prononcez quelque chose qui semble même légèrement favorable à la Russie, alors vous êtes pro-russe. Point final. Mais maintenant, réfléchissez. Si vous dites quelque chose de favorable aux États-Unis à propos du Danemark, ou quelque chose de ce genre, comment seriez-vous traité? Et vous voyez, nous aurons d'autres cas comme celui-ci. Je veux dire, je ne sais pas combien de temps le conflit en Ukraine va durer, nous verrons, mais il pourrait y avoir quelque chose après cela. Et ensuite, des personnes qui sont aujourd'hui dans le courant dominant pourraient soudainement se retrouver en dehors de ce courant, pour une raison ou une autre. Et alors elles pourraient être attaquées selon les mêmes règles. Bien sûr, c'est pour cela que nous ne voulons pas d'un système de punition arbitraire. Nous voulons un système structuré afin de savoir comment organiser la société. C'est assez simple. Mais je veux te poser une question, et cela touche directement à ton domaine d'expertise. Les sanctions sont une mesure, une soi-disant mesure, de, quel est le mot que je cherche, un droit souverain, n'est-ce pas?
au sein de l'Union européenne ou dans chaque pays du monde. Même si l'Ukraine n'est pas un pays, elle dispose de droits en vertu du traité. Elle a le droit de restreindre les activités économiques sur son territoire, ce qu'elle fait essentiellement. Et les États-Unis font la même chose lorsqu'ils imposent des sanctions. Mais selon le droit international, ce sont des mesures coercitives. Et si je ne me trompe pas, la Charte des Nations Unies stipule que seul le Conseil de sécurité a le droit de prendre des mesures coercitives, car elles sont considérées en quelque sorte comme des quasi-actes de guerre ou comme des formes de violence internationale. Et seul le Conseil de sécurité est censé en prendre. Or, les États-Unis utilisent les sanctions depuis toujours. L'Union européenne les utilise depuis longtemps aussi. Mais les autres pays ne le font pas beaucoup. Je veux dire, les sanctions elles-mêmes, en droit international, les sanctions unilatérales imposées par des États, comment sont-elles perçues? C'est très intéressant. Et nous sommes ici dans une sorte de zone grise. Car évidemment, les États-Unis ont créé un précédent avec des sanctions unilatérales. Sur le plan institutionnel, comme vous l'avez justement dit, le Conseil de sécurité de l'ONU est le seul, en théorie, qui devrait être autorisé à imposer des sanctions contre un membre des Nations Unies. Pour une raison ou une autre, si l'on regarde la Charte, par exemple, il existe de nombreuses justifications à cela. Celle que j'utilise habituellement est que la Charte des Nations Unies stipule qu'il est interdit d'intervenir dans les affaires intérieures des pays. Or, les sanctions sont essentiellement un moyen d'influencer les affaires intérieures des pays, ce qui signifie que, puisque l'ONU a établi les règles, elle était également en droit de les enfreindre, si je le dis de manière extrêmement simple. C'est une vision très simplifiée de la situation. C'est la raison pour laquelle le Conseil de sécurité de l'ONU dispose de cette capacité. Les États-Unis parce qu'ils sont plus puissants, mais c'est la loi du plus fort, tout simplement. Les États-Unis l'ont fait. L'Union européenne le fait aussi. Mais si l'on regarde la Suisse, par exemple, c'est très intéressant. Si l'on examine les sanctions prises contre la Russie, j'ai d'ailleurs publié cela dans mon livre. Si l'on regarde le nombre de sanctions, évidemment les États-Unis en ont le plus contre la Russie. Mais le deuxième pays, et cela date du début du mois de décembre dernier, le deuxième pays qui sanctionne le plus la Russie, c'est la Suisse, avant l'Union européenne. Donc, ce n'est pas que la Suisse se contente de reprendre les sanctions de l'UMEOA. Je veux dire, ils en appliquent probablement quelques-unes, mais ils en imposent encore plus. Donc, ils ont leurs propres sanctions. Oui. Et c'est un point très intéressant, car la Suisse n'est évidemment pas une superpuissance, n'est-ce pas? Elle le fait peut-être en partie parce qu'elle craint les réactions de ses puissants voisins. Évidemment, la Suisse est enclavée au sein de l'Union européenne, donc elle peut aussi subir des conséquences si elle n'est pas proactive sur certaines politiques. C'était certainement le cas avec les États-Unis. Et la question des sanctions n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été discutée dans les années 1980 avec ses dirigeants africains ou dictateurs, ou peu importe. Et la Suisse, au tout début, était très réticente à imposer des sanctions ou à sanctionner des personnes, leurs biens ou des choses de ce genre. Mais bien sûr, il y a eu des pressions de la part des États-Unis qui ont déclaré « Eh bien, si vous ne prenez pas de mesures contre ce pays, nous bloquerons le fonctionnement de certaines banques suisses aux États-Unis. » Nous en sommes donc là. Le problème avec cette situation, c'est qu'encore une fois, nous sommes passés du droit international à quelque chose qui ressemble davantage à une forme de relation internationale de type mafieux, fondée sur l'usage de la force, la coercition et en somme le chantage. Et c'est extrêmement préoccupant, mais ce n'est pas vraiment nouveau. Cela devient de plus en plus évident, mais cela dure depuis une trentaine d'années.
but this is something we had since about 30 years. When I talked to our compatriot, Quand j'ai parlé à notre compatriote, Nathalie Yumb, elle est suisse, mais au moment où les sanctions ont été imposées, elle se trouvait en Afrique. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas rentrer en Suisse parce que, eh bien, c'est comme une île maintenant, et il est interdit aux personnes sanctionnées de survoler le territoire de l'UFORO. Elle a ajouté qu'en tant que militante de la cause africaine, elle est à moitié camerounaise, ce sont exactement le même type de mesures qui ont été utilisées contre les militants africains depuis 70 ans. Alors elle a dit, nous ne sommes pas étrangers à ce genre de traitement, mais maintenant, il s'étend aux personnes à l'intérieur de l'UMWER, aux personnes en Suisse. C'est comme si le processus colonial revenait à la maison. Et c'est ce qui le rend si effrayant, cette politique étrangère qui se retourne vers l'intérieur. Ne faudrait-il pas, je veux dire, évidemment, nous ne pouvons pas faire cela. Mais, une fois que nous en aurons fini avec tout ça, et que nous aurons tiré les leçons, ne devrions-nous pas conclure que les sanctions en général sont une manière illégitime d'interagir avec les autres? And I cannot talk about Mrs. Yumb. Et je ne peux pas parler du cas de Madame Yumb, car je n'en connais pas les détails tout d'abord. Je ne peux pas non plus vraiment parler de ces militants qui ont été sanctionnés auparavant. Pour être honnête, je n'étais pas au courant des sanctions prises contre eux. Mais encore une fois, ce n'est pas qu'elles n'existent pas, c'est simplement que je n'en avais pas connaissance. C'est pourquoi je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas. Ce qui est évidemment étrange, c'est que des personnes qui n'ont enfreint aucune loi puissent être inscrites sur une liste de sanctions par des pays membres de l'UMAMGMEBA qui ne sont même pas les leurs. Je pourrais comprendre que vous sanctionniez des personnes de votre propre pays. I could understand that you sanction people of your own country. I mean, they breach the law, they are a threat for your own security. Je veux dire, si quelqu'un enfreint la loi, s'il représente une menace pour votre propre sécurité, alors vous pouvez probablement aussi viser des personnes en dehors de votre pays parce qu'elles constituent une menace pour votre sécurité. Des terroristes, par exemple. Je peux comprendre cela. Le problème ici, c'est que nous parlons d'un pays. Parce que si Madame Yumb, comme dans mon cas, a été inscrite sur une liste de sanctions, cela ne venait pas de la Suisse. Cela venait d'un pays, de l'UNWEA. Donc ce pays, disons que c'était la France par exemple, était-il réellement menacé physiquement? Je veux dire, ces personnes représentaient-elles de véritables menaces pour la sécurité? On peut documenter un terroriste ou quelque chose de ce genre, mais quelqu'un qui ne fait que défendre une position. Et encore une fois, dans mon cas, je ne défends aucune cause. Je ne me considère pas comme un militant. Mais malgré tout, la liberté d'expression s'applique à tout le monde de manière égale. Le fait est que, si vous ne représentez pas une menace directe pour un pays, comment un pays étranger peut-il vous accuser? Je veux dire, on parle de la France. Cela pourrait tout aussi bien être les États-Unis. Les États-Unis pourraient décider que je suis un terroriste, ou décider que je suis un militant, ou décider que je ne peux pas parler, ou décider. Vous voyez, j'ai même souri quand c'est arrivé à Thierry Breton. Mais c'est le même genre de cas. Les États-Unis imposent des sanctions à des personnes et des entités partout dans le monde. Cela peut être des entreprises. Ça peut être n'importe qui. Nous n'avons même pas besoin de le documenter. Parce qu'au bout du compte, dans mon cas, c'est évident. Mais pour tous ceux qui figurent sur une liste de sanctions, on peut les y mettre comme ça, d'un simple geste. Je veux dire, personne n'a besoin de prouver quoi que ce soit. Prenons le cas de Maduro, par exemple. Le motif de l'attaque contre lui était qu'il dirigeait un cartel de drogue. Et aujourd'hui, nous avons appris que ce cartel n'existe pas et que le département de la justice a abandonné l'accusation. Nous sommes donc face à quelque chose qui, comme tu l'as dit plus tôt, est totalement arbitraire.
Nous pouvons définir la menace comme nous le voulons. Nous n'avons même pas à démontrer qu'elle existe réellement. C'est encore pire. It's even worse. I mean, it doesn't even legally need to be a Je veux dire, il n'est même pas nécessaire que ce soit légalement une menace. S'ils le veulent, ils peuvent mettre ton nom sur la liste, t'accusant d'être un Suisse de plus de 60 ans à Bruxelles. Et cela tiendrait. Cela tiendrait. Tu serais toujours sur la liste. Je veux dire, parce qu'il semble apparemment aussi illégal d'avoir plus de 60 ans à Bruxelles que d'analyser les positions russes et ukrainiennes. Je ne plaisante même pas. Ça paraît absurde, mais c'est bien ce que c'est. Une punition purement arbitraire contre la Russie. Pure arbitrary punishment for I don't like your face. You're going to be punished. Absolutely. Absolutely. Je n'aime pas ton visage. Tu vas être puni. Absolument. Absolument. Mais le fait est que, tu sais, je pense, bien sûr, c'est quelque chose dont je pourrais me passer, les sanctions, pour être honnête. Mais si on regarde cela de manière critique et avec un peu de recul, tout le monde qui a une certaine connaissance de l'affaire comprend que peu importe ce qu'on pense de qui que ce soit, la Russie, l'Ukraine, peu importe, tout le monde comprend que c'est injustifié. Je veux dire, il y a eu quelques journalistes suisses qui ont trouvé cela justifié. Swiss journalists who found that justified, but Did you read that? As-tu lu cet horrible article dans l'Association des officiers suisses? Association? I've read this article. J'ai lu cet article, But again, here, mais encore une it's fois, so poorly il est tellement mal documenté que je ne suis pas sûr que ce type en ait tiré quoi que ce soit. C'est pareil avec l'Union européenne d'ailleurs. Au final, puisque tout le monde comprend que c'est injustifié, beaucoup de personnes qui ont suivi mes interviews sur différentes chaînes m'ont demandé comment peut-on punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a jamais dit. Et même s'il l'avait dit, ce ne serait toujours pas illégal. And even if he did say it, it would still not be illegal. It's like, I mean, it's just... Je veux dire, c'est juste que ce que cela crée, c'est un espace où les gens commencent à débattre pour savoir si tu le mérites ou non, parce que tu es un traître ou que tu travailles pour les Russes. Ils lancent cette mentalité de lynchage, tu vois, que cela alimente en réalité. That it actually feeds. C'est vrai. Mais en plus de cela, je veux dire, il y a deux aspects. Il existe une courte vidéo très intéressante réalisée par l'Université populaire protestante. David Nadeau, un homme vivant dans le sud de la France, a fait une très belle et très courte vidéo à propos de mon cas. Apparemment, il me suit. Je ne le connaissais pas, mais apparemment, oui. Et il a dit, eh bien, le problème ici, c'est que Jacques Beau n'a jamais dit ce dont on l'accuse. Mais on prétend. Enfin, on ne prétend même pas. On prétend simplement qu'il a dit quelque chose. Donc, ce n'est même pas quelque chose qui s'est produit. C'est une allégation à propos de quelque chose, d'une intention. Il m'attribue des intentions. Donc, ce n'est pas seulement que vous n'avez pas dit ce que vous avez dit, mais qu'ils interprètent vos propos d'une manière que vous n'avez jamais voulu. Nous sommes donc face à quelque chose qui dépasse même la liberté d'expression et la liberté d'opinion, car ici, il s'agit clairement d'une manipulation de l'opinion. Et c'est assez intéressant. Son point de vue, encore une fois, je ne connaissais pas cette personne, mais il me suivait apparemment. Il a dit dans sa vidéo qu'il n'était pas toujours d'accord avec moi et tout cela. Mais en même temps, il a dit que Jacques Baud n'avait jamais dit ce dont on l'accuse. Nous sommes donc dans quelque chose qui va bien au-delà de l'idée qu'on pourrait même brûler mes livres, vous comprenez. Car au fond, ce ne sont pas mes livres qui posent problème, mais ce que les gens pourraient interpréter en les lisant. Cela va encore plus loin que les livres eux-mêmes. Nous entrons vraiment dans une sorte de, disons, un domaine où nous n'avons jamais été auparavant, ou peut-être que si, en Union soviétique peut-être. En fait, le processus que nous avons aujourd'hui, lorsque la sécurité, ou disons, la prévention des problèmes de sécurité prend le dessus, il supplante la loi.
C'est exactement ce qui s'est passé en Union soviétique, où, pour rappel et pour expliquer, le KGB était responsable à la fois de la sécurité extérieure et de la politique intérieure. Il y avait donc cette transition fluide entre les mesures de politique étrangère et les mesures de politique intérieure. Between foreign policy measures and domestic policy measures. And we are exactly in the same pattern today with your. Nous voyons exactement le même schéma aujourd'hui avec l'Union européenne. Et c'est précisément dans cette direction que nous allons. Je trouve cela extrêmement préoccupant. Je ne suis pas le seul, car j'ai été contacté par plusieurs parlementaires européens. Apparemment, cela n'a pas suscité beaucoup, disons, d'intérêt au sein du Parlement européen, mais certains membres sont très inquiets de cette évolution. Car comme je l'ai dit, aujourd'hui, tout va bien. Tout le monde est contre la Russie, la Russie, la Russie. Mais demain, ce pourrait être autre chose. Et les mêmes règles pourraient s'appliquer à n'importe qui. C'est bien là la question. C'est probablement une partie de la psychose de guerre de l'Europe. On voit maintenant l'ennemi de l'extérieur et l'ennemi de l'intérieur. Et il faut employer des mesures terribles contre les deux. C'est vraiment, vraiment effrayant, si c'est bien cela, car la situation va empirer. Si vous regardez la chronologie, vous pouvez voir que cela ne s'est pas produit il y a 3 ou 4 ans. Cela se passe aujourd'hui. Et cela se produit maintenant, à un moment où, de toute évidence, nous voyons que le récit européen, ou plutôt occidental au sens large, s'effondre. C'est probablement aussi le signe de quelque chose. Il est fascinant de constater que personne ne se souciait de ce que vous disiez en 2022, car tout le monde était convaincu par le récit européen, selon lequel la Russie serait vaincue. Oui. Mais aujourd'hui, comme l'a dit récemment le Premier ministre belge, lors de toutes ces discussions sur les avoirs russes et ainsi de suite, il a déclaré « Eh bien, si vous pensez que la Russie sera vaincue, c'est une illusion. » À présent, exactement à ce moment, les gens comprennent que le récit s'effondre et qu'il a donc besoin de plus de protection. Et c'est précisément là que nous nous dirigeons, vers quelque chose qui va probablement empirer. Je me demande pourtant ce que cela nous dit sur la manière dont nos États occidentaux sont construits. Parce que, en théorie, il existerait une voie juridique tout à fait normale pour obtenir ce qu'ils ont obtenu avec vous, et ce serait de criminaliser l'acte, n'est-ce pas? Faire une loi, la faire passer par le Parlement européen, puis par les parlements nationaux, et criminaliser la propagande. On pourrait faire cela. Mais ce serait un processus long et laborieux. Et cela soulèverait de nombreuses objections de part et d'autre, car cela poserait évidemment des problèmes de liberté d'expression. Alors, au lieu de faire cela, ce qui serait la voie normale, on choisit simplement la voie de la politique étrangère, qui est bien plus facile, bien plus directe. Mais cela ne vous dit-il pas quelque chose sur la manière dont les États sont structurés aujourd'hui? Peut-être aussi sur les moyens dont on dispose pour riposter contre ce genre de bestialité. Je pense que si l'on commence à remettre en question la manière dont nos États fonctionnent, c'est une discussion sans fin. Mes livres, en réalité, ne portent pas sur le fait de savoir si c'est la Russie qui gagne, ou l'Ukraine, ou un autre. Mes livres portent sur la manière dont nous prenons des décisions. C'est le sujet de mes livres, la manière dont nous prenons des décisions. Et nous voyons qu'un jour, on vous dit que la Russie récupère des microprocesseurs dans des machines à laver pour les mettre dans des missiles, qu'elle n'a plus de missiles, qu'elle n'a plus que 3 ou 4 mois de munitions, et ainsi de suite. Puis, 3 semaines plus tard, on vous dit que la Russie est sur le point d'attaquer Paris et que le chef d'état-major est inquiet parce que la France pourrait être attaquée d'ici quelques années. Voilà donc tout le problème. Quelle est la crédibilité de nos États? Encore une fois, je suis un homme de la guerre froide. Je veux dire, nous avons connu la situation que nous avions pendant la guerre froide.
I mean, we experienced the situation we had during the Cold War. During the Cold War, the Pravda was not forbidden. Pendant la guerre froide, You la could Pravda buy the n'était pas Pravda interdite. in, On pouvait acheter la Pravda dans un kiosque à journaux. Elle n'était pas bannie. Nous n'avons même pas interdit le Parti communiste. Je veux dire, le Parti communiste français, par exemple, était très lié au Parti communiste soviétique. Mais il n'était pas interdit. Les gens étaient probablement surveillés, et il y avait sans doute plus de civils conscients de cela, bien sûr. Mais ce n'était pas interdit. La raison pour laquelle nous n'avons pas eu besoin de recourir à la censure, ni de restreindre la liberté d'expression ou d'opinion, c'est que nous étions convaincus d'avoir le meilleur système. Nous croyions que notre système l'emporterait, et que peu importe la manière dont la propagande soviétique fonctionnait, notre récit serait toujours plus fort. Our narrative will always be better. And therefore, you don't need a censorship. You have a kind of information. Et donc, vous n'avez pas besoin de censure. C'est une sorte de darwinisme informationnel, si vous voulez. Le problème, c'est que lorsque vous commencez à pratiquer la censure, sanctions contre des individus, interdiction de s'exprimer, interdiction de publier ou autre, voire interdiction des médias russes, par exemple, cela signifie que vous n'avez pas confiance en votre propre système. Cela veut dire que votre prise de décision ne repose pas sur des faits, que vous ne pouvez pas justifier ce que vous dites, et que par conséquent, vos propres politiques, votre propre discours, votre propre gouvernance sont fragiles, car ils ne reposent pas sur une base solide de faits et de preuves. En réalité, ce que nous voyons ici est un exemple de faiblesse fondamentale. Of essential weakness, the values that we have in Europe. Les valeurs que nous avons en Europe, les valeurs de liberté d'expression, de liberté de religion, de liberté d'opinion, de liberté de la presse, et ainsi de suite, sont fortes parce que nous sommes forts. Nous ne sommes pas forts à cause des valeurs. Les valeurs sont fortes parce que nous sommes forts. Le problème, c'est que lorsque nous commençons à nous sentir faibles, nous avons tendance à l'oublier et à penser qu'il faut ériger des barrières. C'est exactement ce qui s'est passé en Union soviétique et dans toutes les dictatures auparavant, car elles sentaient que leur système était fondamentalement faible. Et par conséquent, elles estimaient devoir les protéger, ajouter davantage de protection, davantage de barrières, canaliser la liberté d'expression, la liberté de pensée et d'opinion, et ainsi de suite, parce qu'elles ressentaient une vulnérabilité intrinsèque. C'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Au cours des 3 dernières années, indépendamment de ce qui s'est passé en Ukraine, de nombreuses mauvaises décisions ont clairement été prises. Et nous voyons que l'Europe s'est affaiblie, essentiellement sur le plan économique, à différents niveaux. Cela démontre en réalité la faiblesse de la gouvernance. Par conséquent, la gouvernance doit se protéger elle-même, et c'est ainsi que je le perçois. Je ne suis pas sûr que ces sanctions soient bénéfiques pour l'Union européenne, si l'on prend un peu de recul. En fait, elles affectent la crédibilité de l'ensemble du système, et cela se voit dans chaque pays. Vous avez mentionné le cas de l'Allemagne. L'Allemagne a été l'un des premiers pays à sanctionner ses propres citoyens. Je veux dire, l'Allemagne en tant que pays, pas en tant qu'Union européenne, mais bien l'Allemagne. Je crois que c'était Madame Lipp, qui était autrefois journaliste dans le Donbass, et elle a été sanctionnée. C'est une citoyenne allemande. Maintenant, elle vit en Russie, je suppose. Je ne sais pas exactement, je ne la suis pas, mais quoi qu'il en soit, cela signifie que lorsque vous commencez à sanctionner vos propres citoyens, quelque chose ne va pas dans votre système. Car sinon, vous n'en auriez pas besoin. La vérité suffirait. Et ensuite, au lieu que le système se renouvelle et corrige ses faiblesses, il se durcit et s'atrophie encore davantage. Mais Jacques, que devons-nous faire? Quel est ton conseil pour les gens chez eux, qui s'assoient dans la frustration
et se disent « J'aimerais qu'il y ait quelque chose que je puisse faire ». Eh bien, tout d'abord, je pense, et je crois qu'Alexandra Hofer l'a dit aussi, comme beaucoup d'autres, que cette bataille ne se jouera pas sur le plan juridique, mais devra être menée sur le plan politique. Dans l'Union européenne, les gens comprennent que mon cas n'est que la partie émergée de l'iceberg et qu'il pourrait créer un précédent pour d'autres questions. Je sais que plusieurs choses vont commencer à bouger maintenant. Évidemment, nous avons eu les vacances, mais tout le système s'affaiblit et donc nous verrons plus d'actions. Les gens se rendent compte que mon cas doit être pris comme un exemple afin d'éviter la création d'un précédent. Cette lutte politique va donc certainement commencer. Je reçois beaucoup de messages venant de toute l'Europe, en réalité du monde entier, de personnes très inquiètes, mais surtout en Europe. Et parce que, bien sûr, les habitants de l'Union européenne sont directement concernés par une telle décision, nous verrons une réaction politique à ce sujet. Je ne sais pas exactement ce que le gouvernement suisse veut faire, ou s'il veut faire quoi que ce soit d'ailleurs. Je n'en ai absolument aucune indication. J'ai essayé de contacter l'ambassade à Bruxelles le 12 décembre, lorsque j'ai appris, pour la première fois, que je pourrais figurer sur la liste. Comme je l'ai déjà expliqué, ils ne m'ont jamais rappelé, et ils ne l'ont toujours pas fait, même après plus de 3 semaines. J'ai toutefois été contacté par l'ambassade de Suisse à La Haye, qui est responsable de la protection consulaire des citoyens résidant dans le Benelux. Mais sans me dire ce que la Suisse veut faire. Je veux dire, l'ambassadrice m'a donné quelques liens vers les sanctions de l'UE, quelque chose comme ça. Elle me l'a dit 2 fois, et c'est tout. Donc, de la part du gouvernement suisse, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent faire quelque chose. Du côté des citoyens suisses, je vois beaucoup de gens qui ont écrit des lettres, qui font des pétitions, qui recueillent des signatures pour s'adresser au Conseil fédéral suisse et au ministre des Affaires étrangères, les exhortant à agir dans mon cas. Donc, je ne sais pas à quel point le gouvernement suisse est puissant dans cette situation particulière. Mais il y aura une action politique, à la fois dans l'Union européenne et en Suisse, pour essayer de me faire retirer de la liste des sanctions. Au-delà de cela, il reste un travail plus fondamental à accomplir. Et ce que vous faites, à mon avis, est extrêmement utile. Je veux dire, vous et d'autres chaînes comme la vôtre êtes extrêmement utiles, car ce type de plaidoyer est vraiment la meilleure façon de toucher les gens. Vous voyez, dans mon cas en France, par exemple, bien que je sois francophone, presque personne n'en a entendu parler, parce que les médias français ont été extrêmement silencieux. Et vous savez, les médias français sont comme pendant l'occupation allemande. Ils disent ce que le gouvernement leur dit de dire. Voilà, ils se taisent si le gouvernement leur dit de se taire. Et c'est exactement ce qui se passe avec mon affaire. En fait, j'ai de la famille qui vit en France et qui n'en était même pas au courant. Comme c'est triste, vraiment triste, toute cette histoire. Jacques, une dernière chose, les gens qui veulent te soutenir d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, puisque tous tes comptes ont été gelés et tout ça, il doit être très difficile de t'envoyer quoi que ce soit. Mais y a-t-il un moyen, pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose pour toi? Devraient-ils te contacter? Que devraient-ils faire? Autant que je sache, il n'existe pas actuellement en Suisse de comité en cours de création qui recueillerait non seulement des signatures, mais aussi de l'argent pour soutenir ma cause. Je ne suis pas exactement sûr de l'état d'avancement du projet à ce stade. Bien sûr, il n'a pas pu progresser aussi vite que nous l'aurions voulu pendant la période des fêtes,
mais il va maintenant démarrer. Dans les prochains jours, je recevrai probablement plus d'informations à ce sujet. Si de l'argent peut être collecté, cela ne pourra se faire que dans des pays hors de l'Union européenne, donc par exemple en Amérique du Nord. J'ai reçu de nombreuses propositions de personnes au Canada, aux États-Unis et bien sûr en Suisse. Très probablement, la Suisse sera l'endroit où cet argent sera recueilli. Là encore, je ne connais pas tous les détails, car d'autres personnes s'en occupent. Again, I am not aware of all the details because this is done by people. I shouldn't even be aware of that. Je ne devrais même pas être au courant de cela, car selon les règles de l'UMRM, personne n'a le droit de me fournir la moindre ressource, quel que soit le sens de ce mot. Donc, les gens n'ont pas le droit de me donner des ressources. Je veux dire, même ceux qui me fournissent de la nourriture. Eh bien, je suppose que la nourriture de base pour les besoins essentiels ne sera pas considérée comme une action punissable ou une affaire criminelle. Mais fournir des ressources, très probablement financières, par exemple, un virement d'argent, cela, ils ne peuvent pas le faire. Nous n'avons pas d'argent parce que mes comptes sont bloqués. Et donner de l'argent à ces personnes deviendrait alors une affaire criminelle pour elles. Donc en Suisse, je vous tiendrai informé de l'endroit où cet argent sera collecté. Ce sera en Suisse et je vous donnerai l'adresse et les contacts appropriés. Oui, pour tous ceux qui écoutent, veuillez consulter la boîte de description ci-dessous. Dès que j'aurai les mises à jour, je les y ajouterai aussi. Et nous ferons une autre interview une fois que tout sera en place. Je la publierai ailleurs. Soyez attentifs. Et encore une fois, Jacques Baud n'est pas le seul. Il y a Nathalie Amt, il y a Hussein Dogrou, il y a d'autres personnes, d'autres qui pourraient encore être ajoutées à cette liste. Il ne s'agit pas d'une seule personne. Il s'agit de l'état de droit lui-même. Alors Jacques Baud, merci beaucoup de mener ce combat. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité et merci pour tous vos efforts, à vous et à tous ceux qui soutiennent ma cause. Merci. Merci Pascal. Thank you, Jacques.